Nous avons tous entendu parler des 3 règles fondamentales pour investir dans l'immobilier. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Mais si je vous parle cette fois-ci de cession ou de transmission d'entreprise, connaissez-vous également les 3 grandes règles? L'anticipation, l'anticipation et l'anticipation. C'est le maître mot de mon invité, Cédric Beaumont, avocat fiscaliste et avocat d'affaires, que je reçois pour ce 5e épisode. La cession d'une entreprise est un moment souvent unique dans la vie d'un dirigeant. Cela passe par un processus de réflexion de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Cette période est génératrice de stress, de doute, occasionne une charge de travail supplémentaire à l'activité quotidienne et surtout une mise à nu de son activité auprès de potentiels acquéreurs dont l'intérêt a été confirmé. Parce que cette route est longue et sinueuse, il est indispensable de s'entourer de professionnels afin de désamorcer les pièges et traverser ce moment dans les meilleures conditions. Alors ce n'est pas un épisode comme les autres aujourd'hui, c'est une véritable masterclass. Donc, bon visionnage. Bonjour Cédric. Très bien. Je suis ravi de te recevoir pour ce nouveau numéro du Cercle des Conseils. Alors, comme je l'ai indiqué aujourd'hui, nous allons parler de cession d'entreprise et je suis ravi de t'avoir à mes côtés parce que tu es un grand spécialiste de ce type d'opération et je suis sûr que tu vas pouvoir nous apporter ton éclairage et beaucoup de conseils avisés sur ce type d'opération. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et présenter PVB? Bien entendu, je suis Cédric Beaumont, je suis avocat associé du cabinet PVB Avocat à Montpellier. On est 70 aujourd'hui, tous spécialisés en conseil en entreprise, droit des affaires, focalisés bien évidemment sur le chef d'entreprise, avec des équipes, tu l'auras compris, en cal, en société, en social, en corporate, en private equity, levée de fonds, en cession. Avec donc que des équipes spécialisées dans leur domaine et qui accompagnent, et le but même de PVB, d'accompagner le dirigeant bien évidemment en amont sur le patrimonial, le civil, etc. pendant la vie de l'entreprise, de sa belle vie, de sa mort, de sa belle cession, de sa levée de fonds et jusqu'à l'après-cession évidemment avec des spécialisés qui vont venir faire le lien donc entre l'amont, le pendant et l'aval de la cession et dans le but effectivement d'apporter la structuration et l'optimisation maximale pour le dirigeant tant d'un point de vue juridique, patrimonial, fiscal et social que le reste. Alors, comme je le disais aussi en introduction, le maître mot de ce type de sujet, c'est l'anticipation. Tu es d'accord avec moi? Complètement raccord avec toi. Alors, vraiment, je pense qu'il faut insister sur ce point-là. L'assistance juridique, mais de ton côté aussi, patrimoniale et autres du dirigeant, elle s'anticipe. Et l'anticipe, c'est la meilleure stratégie qu'on puisse avoir parce que on en parlera au cours de l'entretien. Le fait d'anticiper va nous ouvrir des palettes assez incroyables de conseils, de stratégies, de montage, etc. Si tu n'anticipes pas, tu vas te fermer ce genre de palette. Les outils qui seront à ta disposition seront plus compliqués à mettre en place avec des contraintes différentes et notamment quand tu seras en phase d'exécution de deal de la session en tant que telle, et ben finalement ce que tu vas pouvoir mettre en place avec ton fondateur, ton dirigeant, sa famille, la suite, l'accompagnement potentiel sera forcément limité par des contraintes de timing, d'exécution de deal et aussi de contraintes juridiques qui sont aujourd'hui existantes dans les textes. Alors qu'encore une fois, et c'est peut-être un point important à souligner, l'anticipation. C'est le maître mot, mais le maître mot pour une session réussie, mais pour aussi une stratégie pertinente qui va permettre d'allier de la stratégie patrimoniale, financière, fiscale, juridique, afin d'arriver à une stratégie globale, 360, qui sera la meilleure pour ton client. D'accord. Et d'après toi, quel est le meilleur moment, si on peut dire ça, pour préparer, pour anticiper? Est-ce qu'il y a un moment pour toi qui est clé? Alors, il y a plusieurs moments clés, mais évidemment, les moments clés, c'est toujours de le faire en amont. Et c'est par exemple, je sais pas, mais la plupart de nos clients ont des projets, des plans d'action, souvent à 3-5 ans sur leur entreprise. C'est assez normal, c'est même plutôt pertinent. Et finalement, on se rend compte que la plupart du temps, ces plans d'action commerciales, stratégiques, économiques de la boîte ne sont pas forcément accompagnés par des conseils avisés, des conseils complémentaires sur, ok, on veut aller là dans 3-5 ans sur l'entreprise, comment j'y vais juridiquement, comment j'y vais patrimonialement, comment j'y vais fiscalement. Et donc, de faire ces points-là, quand j'ai ces points-là économiques et stratégique de ma boîte, je devrais pour moi, à chaque étape, me dire, voilà, je veux aller là, je contacte mon conseil, qu'est-ce qu'il me dit, où est-ce que je vais, et pour être le mieux possible dans cette stratégie-là, où est-ce que moi je t'accompagne et comment je peux faire en sorte, à ces moments-là, de t'accompagner sur avoir la meilleure stratégie, la meilleure conseil possible. D'accord, donc c'est-à-dire que même dans le suivi, on va dire quotidien, on va dire régulier avec le client, c'est des moments d'étapes importants pour évoquer ces sujets et peut-être commencer à préparer Mais c'est s'entourer dès le départ, en fait. C'est s'entourer de conseils pluridisciplinaires. Tu es là pour en parler notamment.
compétent, avec lequel tu as du feeling évidemment, parce que c'est un point très important pour l'accompagnement à une session, parce qu'il y a un accompagnement certes juridique, mais pas que. Il y a de la psychologie, beaucoup de psychologie sur un process de session. Donc il faut avoir des conseils qui te suivent, avec lesquels tu te sentes à l'aise pour poser les points, discuter, trouver ton cahier des charges, etc. Et des conseils qui ont l'habitude de le faire en amont pour justement anticiper tout ça et proposer quelque chose de pertinent. Maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, donc on a un chef d'entreprise qui vient consulter son conseil avocat. Quelle est l'étape d'après finalement? Une fois qu'on a commencé à recueillir le cahier des charges, comment ça se passe? Alors déjà, voilà, pour parler de cette première étape, c'est vraiment finalement connaître ton client. C'est peut-être le premier mot en fait, connaître ton client, mais le connaître personnellement. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas très juridique ce que je veux dire, mais c'est une phase très importante. C'est de dire, je veux savoir quelles sont ses ambitions personnelles, en termes notamment au regard du prix de cession. Qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il souhaite en faire? Qu'est-ce qu'il peut en faire? On va analyser sa fiscalité en l'état de son montage actuel, mais est-ce qu'il compte réinvestir dans de l'immobilier, du placement? Est-ce qu'il compte investir dans de l'économie, faire une deuxième aventure? Ou pas du tout, se servir pour vivre du prix de cession et arrêter là? Est-ce qu'il compte transmettre? Comment il est au niveau matrimonial? Il ou elle d'ailleurs, est-ce que mariage, pas mariage, séparation de biens, communauté, comment on peut adapter ça, etc. On l'a dit, transmission, très important, anticiper les éventuelles transmissions parce qu'il y a des choses pertinentes à préparer en amont. Est-ce qu'il va accompagner? Donc on le voit le plus souvent dans les LBO, souvent le fondateur est censé un petit peu, même un peu obligé d'accompagner. Donc comment il va se structurer pour cette volonté d'accompagner, sur son timing, sur sa structuration juridique, sur la rémunération, sur l'impact sur le prix de cession éventuel. Donc tout ça, c'est vraiment essayer de comprendre le cahier des charges du client et ses volontés. Et sans ça, pour moi, tu ne peux pas donner du conseil pertinent. Parce que là aussi, on va marquer un petit temps d'arrêt sur ça, mais c'est important, il me semble. C'est la solution fiscale ou juridique qui est la plus optimale en termes de fiscalité n'est pas forcément la meilleure pour ton client. Parce que justement, souvent, on va te dire session à titre gratuit, je vais sur le pack du trail, session à titre onéreux, je suis pas préparé, je fais un apport session avec une holding au-dessus. Certes, c'est des mécanismes pertinents qui ont un impact assez sympa, mais tu ne peux pas, par principe, les appliquer. Sans réfléchir, sans analyser le contexte global et une vision un peu 360 du patrimoine par ailleurs de ton client, etc. Donc c'est pour ça que la première étape, c'est vraiment, je connais mon client et je connais sa psychologie envers la cession, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, mais ça sera très pertinent, très impactant dans la manière de négocier les LOI, dans la manière de négocier la cession en tant que telle, les garanties, le prix, etc. L'approche des audits préalables. Et ensuite, une fois que j'ai ça, on en vient à l'existant. J'ai le cahier des charges de mon client, quel est l'existant? Est-ce qu'il a sa holding? Oui, non. Comment il est au niveau matrimonial? On vient de le dire. Mais tu prends toute l'analyse et à partir de là, main dans la main avec lui, tu co-construis, mais pas qu'avec lui, avec le gestionnaire de patrimoine, avec l'expert comptable, parfois avec le notaire de famille qui est là pour gérer aussi le patrimoine immobilier qui est en dehors et qui peut avoir des impacts sur la structuration finale. Et donc, l'idée, c'est de se prendre par la main avec tout ça, avec la connaissance des enjeux, l'existant et de co-construire ensemble la meilleure solution de cession. Parce que la cession, c'est pas seulement l'acte de cession, le SPA et la GAP, la garantie. C'est pas que ça. Il y a tout un contexte. Et pour qu'elle soit réussie, il faut que tout ce petit monde-là s'entende bien et travaille dans le bon sens pour le client. D'accord. Donc là, quand je t'entends, le nombre de points à soulever et à échanger avec le dirigeant, enfin c'est considérable et on peut imaginer que ça demande un temps important. Tu as commencé à esquisser certaines stratégies qu'on retrouve régulièrement dans les cas de cession. Est-ce que tu veux faire un zoom particulier? Bien sûr, on peut en faire sur plusieurs points. Je pense qu'il y a plein de sujets à aborder. Mais par exemple, typiquement, avec toi ou avec l'expert comptable, on va analyser le client sur le bilan. Déjà en l'état, en amont. Il peut y avoir deux sujets qui sortent assez régulièrement, l'immobilier d'entreprise et la trésorerie excédentaire. Par exemple, j'ai de l'immobilier d'entreprise, on le sait bien en ce moment, c'est pas florissant. Ça peut être un frein à la cession, le fait d'avoir intégré. D'ailleurs, c'est pas forcément la meilleure stratégie juridique au départ d'avoir intégré l'immobilier d'entreprise, mais bon, des fois, on pas le choix. On peut anticiper, ou pas le choix, effectivement. Donc, c'est de se dire, voilà, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est fondamentalement important pour la cession? Est-ce que les acquéreurs potentiels, les investisseurs seront intéressés par cet immobilier? Oui, non. Et la question de comment on le détourne. Si on doit le sortir par le haut, par le bas, par une scission, etc. Il y a plein d'éléments et ça va être important, nous, là, d'intervenir sur ces points-là pour optimiser ça. Parce que déconstruire un schéma qui est déjà construit, c'est pas toujours facile. Bien sûr. Et il y a souvent des impacts. Donc, l'idée, ça va être là de minimiser ces impacts-là. Ça peut être onéreux quand même. Ça peut être très onéreux, surtout sur l'immobilier. Mais partons sur la trésorerie excédentaire. Alors, j'entends par trésorerie excédentaire une trésorerie qui serait évidemment au-delà du BFR, de l'assurance du besoin de fonds de roulement de la boîte. Parce qu'évidemment, un acheteur, un investisseur, notamment par des effets de levier bancaire, etc., il n'a pas d'intérêt à valoriser du cash dans la boîte. Bien sûr. Et ce cash, forcément, c'est de la richesse créée
qui est au-delà d'une zone de sécurité, parce que dans les deals, on va souvent aller chercher le BFR à minima comme trésor dans la boîte, avec une petite zone de sécurité pour ce qu'on appelle une garantie de situation nette ou une garantie de trésor qui est demandée pour sécuriser un petit peu l'acquéreur. Mais au-delà, si toi, tu as plusieurs centaines de milliers d'euros, voire quelques millions d'euros parfois dans certaines boîtes de trésorerie excédentaire, eh bien, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Si tu n'es pas structuré avec une holding, par exemple, tu vas le sortir très facilement. Tu as des comptes courants, tu te les rembourses, ça c'est gratuit. Sinon, tu fais du dividende. Le dividende, il est taxé à la flat tax. Et c'est pas forcément pertinent, notamment si ton client t'a expliqué dans le cahier des charges en amont que, pour le coup, cet argent, il n'en a pas besoin pour vivre. Oui, il n'y a pas d'investissement. Exactement. Et si c'est pour qu'il le mette à titre perso, pour aller faire de l'immobilier, tu es passé par la case perso avec les fiscalités, les prélèvements sociaux, etc. Donc, c'est pas forcément ce qui est le plus pertinent, même en termes de réinvestissement, parce que c'est pas qu'une question de cash et de fiscalité, c'est aussi une question de dire, si je peux le sortir et le réinvestir par le bas, entre guillemets, ben, je vais optimiser ma capacité d'investissement. Bien sûr. Donc, dans l'idée, c'est de se dire, ben voilà, comment on fait quand on est situé comme ça? Il y a deux manières de faire. Je pourrais créer une holding et me faire une distribution de dividendes pour céder le bas, détouré de cette trésorerie excédentaire. Mais si j'anticipe pas, je vais pas avoir, bon là je vais rentrer un peu dans la technique, mais peu importe, je vais pas avoir de régime de mère-fille ou titre de participation qui va m'aider à remonter ces dividendes et de les isoler avec une fiscalité relativement moindre. Si je le fais au dernier moment, je vais être embêté par ça. Je vais me prendre l'IS entre guillemets sur cette remontée-là. Et si je le fais par le bas, parce que je peux aussi réfléchir à le faire par le bas. Donc créer une société fille en apportant le fonds de commerce et les éléments du fonds, ce qui serait une branche complète d'activité, et je la descends pour isoler en fait ma trésorerie excédentaire qui n'est pas liée à cette branche complète d'activité. Je l'isole en haut, je le descends, mais là pour le coup, je vais potentiellement avoir une fiscalité sur le fonds de commerce. Donc dans les deux cas, si ces deux opérations sont faites de manière un peu anticipée, j'ai plus le problème en fait. Donc là aussi, encore une fois, on en parlait sur les plans à 3-5 ans. Si le client envisage même de loin de se dire, je suis peut-être à l'horizon d'une levée de fonds, d'une cession partielle ou totale, réfléchir à ça, s'il y a de la trésorerie excédentaire, de le faire très vite, c'est impactant. Parce que je peux me créer ma holding par le haut, mettre du cash en haut. S'il doit redescendre, il peut redescendre facilement. C'est pas un sujet de désinvestir complètement du cash de la boîte. Oui, par des conventions. Mais c'est se préparer. Exactement. On peut tout à fait faire circuler l'argent dans les différentes sociétés. Tout à fait. Mais l'idée, c'est de se dire, encore une fois, on en revient, c'est un peu le même mot, on va le traiter tout le long de l'interview, mais c'est anticiper permet d'avoir des schémas relativement pertinents. Et de la même manière, on en a un peu parlé, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il faut avoir en tête aussi, au même point qu'on disait que le régime fiscal n'est pas forcément toujours le plus pertinent, on nous pose souvent la question des montages un peu exotiques, le Luxembourg, l'Andorre, etc. Et très clairement, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin si c'est anticipé. Et même si c'est sans anticipation, on a une fiscalité française, un droit français qui est plutôt bien fait, avec des montages tout à fait pertinents. Il faut le dire. Exactement. Il faut le répéter. Mais il faut le dire parce que c'est pour nous la véritable âme. Encore une fois, c'est venez nous voir en amont pour anticiper. Et si on anticipe, on a tous conseil. Une palette de montages potentiels. Les holdings françaises sont extrêmement pertinentes. Le pacte du trade est extrêmement pertinent. Le régime mère-fille, les titres de participation. La porcession. On a tout un tas de choses qui peut, s'il est bien mis en place, s'il est pertinent et s'il est pris en amont, aura un résultat juridique, fiscal et financier qui est relativement pertinent et qui est pas loin d'être imbattable. Ouais, la boîte à outils est assez importante. Encore faut-il ne pas s'en servir au dernier moment. Exactement. Sinon, ta boîte à outils, elle est plus petite, quoi. Elle est plus petite et nécessairement, ton conseil, même avisé, sera moins à l'aise ou tu vas prendre des contraintes. Si on parle, on va prendre un exemple de la holding. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'un fondateur qui n'a pas de holding. Il est dans sa société d'exploitation en direct. Là aussi, cahier des charges en amont, il te dit, j'ai pas besoin de cet argent pour vivre au quotidien. Je veux le réinvestir, je veux patrimonialiser, je veux diversifier mon patrimoine. Et donc, il va venir te voir en disant, voilà, je veux faire de l'immobilier, je veux faire du placement financier, de la bourse, du private equity potentiellement. Mais en tout cas, j'en ai pas besoin au quotidien en termes de salaire pour vivre. Là, nécessairement, le premier conseil va être de lui dire, on va créer une holding. Alors, par le haut, par le bas, on est un peu sur une ligne de crête, mais on en parlera si besoin tout à l'heure. Mais on va raisonner assez simplement par un 150 obétaire. Je fais l'apport cession. Donc, j'apporte mes titres à une holding. Le 150 obétaire, pour préciser, c'est l'article du Code général des impôts qui décrit l'acte d'apporter les titres de sa société à une holding, donc normalement on maîtrise. Exactement, ta holding à toi. Exactement. Et en fait, tu te remplaces juste ta personne dans la boîte par une holding. Cet aspect-là fait créer un report d'imposition de la plus-value. C'est-à-dire qu'elle est calculée, ta plus-value, mais elle n'est pas imposée. D'ailleurs, elle figure dans la vie d'imposition. Elle figure dans ton avis d'imposition, évidemment. En report d'imposition. En report d'imposition, tout à fait. Par contre, si tu t'engages, toi, alors là, on parle de l'apport cession au dernier moment, sans anticipation. Si tu t'engages, lors de l'apport, à réinvestir dans les 2 ans 60% du prix de cession, dans des activités économiques, je précise bien économiques, on ne va pas parler d'immobilier d'entreprise
ou en tout cas de location meublée ou d'immobilier non structuré typiquement comme un marchand de biens, comme une véritable activité économique. Si tu t'engages à réinvestir 60% du prêt de cession, ce report d'imposition, malgré la cession, ne tombe pas. Donc, ça paraît un montage vraiment hyper intéressant, etc. Oui. Sauf que ça fait maintenant de nombreuses années qu'on le pratique. Force est de constater quand même que sur des belles sessions avec plusieurs millions d'euros, etc., on peut avoir quand même une certaine difficulté à réinvestir. Alors, les banques n'étaient pas toujours prêtes au départ. Ça commence à aller mieux. Tout le monde commence à sortir des produits étiquetés 150 OBTR et éligibles à ce réinvestissement. Mais c'était pas le cas au tout départ. Et c'est pas si simple de se dire, bah voilà, on va faire simple. J'ai vendu ma boîte 10 millions d'euros, j'ai une plus-value de 10 millions d'euros, je dois réinvestir 6 millions d'euros dans l'économie française, sachant qu'un deal se fait pas en 2 mois. Ça, c'est sûr. Et que même un deal dans l'immobilier, parce qu'on a souvent des gens qui vont aller chercher à faire de l'appareil-hôtellerie, etc. Chaque deal prend entre 4 à 6 mois. Il faut être clair. Et des deals ne vont pas forcément au bout tous. Bien sûr. Donc, quand tu as un panel de 2 ans pour investir une certaine somme d'argent, tu as intérêt d'être rapide, d'être préparé, même, j'aurais tendance à dire, dès la session. C'est-à-dire que tu as déjà des projets et tes conseils sont déjà prêts à travailler sur cette exécution post ta session à toi assez rapidement. Et donc, tu te rends compte que, et puis finalement, c'est un texte, c'est bête et méchant. Hein. C'est-à-dire que si c'est pas réussi dans les 2 ans, contrôle et réintégration des plus-values. Donc, il y a double anticipation. Il y a anticipation sur comment je veux céder, qu'est-ce que je veux faire de mon cash, en quelque sorte. Et puis, derrière, même anticiper des opérations économiques qui suivraient l'acte de cession. Donc, il y a vraiment il y a une projection sur plusieurs années. Alors que tu prends le même schéma anticipé, tu le fais antérieurement à 3 ans de la session. Donc, si on revient à notre idée du plan de structuration d'entreprise, du plan stratégique, à laquelle tu viens mettre tes conseils pour avoir les meilleurs conseils, pour le coup, là, tu aurais créé ta holding avant, par rapport de titre, le même schéma, le même article du Code général des impôts. Pour le coup, tu es 3 ans avant, tu cèdes, tu n'as pas cette obligation de réinvestissement économique de 60% du prêt de cession. C'est colossal la différence. Bien sûr. Parce que là, pour le coup, tu as du temps, tu peux te préparer et tu peux réinvestir. Si tu le veux dans l'économie française, il n'y a aucun problème. Tu n'es pas contraint de le faire. Et tu peux faire de l'immobilier, tu peux faire du placement, tu peux t'organiser complètement différemment. Totalement libre de faire ce qu'on a envie de faire. Dans la règle des statuts, l'objet social. Non, mais effectivement. mais ça te donne, encore une fois là, l'idée que notre droit est vraiment bien fait, avec des outils qui sont, si tu les traites au bon moment, ultra pertinents et ultra sécurisants, en vrai. Ok. Alors, Cédric, tout à l'heure, tu as abordé le côté 360 degrés dans l'accompagnement du client. Donc, on vient d'esquisser, même d'aborder assez précisément des aspects fiscaux, mais il y a aussi des aspects civils. Souvent, un dirigeant qui monte sa société, par mesure de précaution, on lui conseille de choisir, d'opter pour un régime matrimonial plutôt séparatiste. C'est ce qui se fait en règle générale. On pourra expliquer rapidement pourquoi. C'est aussi un moment clé pour réfléchir à peut-être déjà commencer à laisser passer un peu de patrimoine à ses enfants, voire petits-enfants. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur... Bien sûr, ça fait aussi partie des sujets qu'on va traiter dans le cahier des charges au départ. Hein. On a redit tout à l'heure en disant, voilà, quel est ton sentiment et ta volonté sur la transmission de ton patrimoine. On peut utiliser assez rapidement les abattements qui sont de 100 000 euros par enfant par parent tous les 15 ans, dans l'idée de dire, il faut faire un peu attention au timing et à la valorisation à laquelle on le fait. Mais il y a quelques écueils à éviter, mais c'est peut-être pas le lieu aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on a des outils pour donner des titres avant la cession à ses enfants. On va parler essentiellement des enfants, des petits-enfants, avec certains abattements qui vont permettre aux enfants de les prendre à un tel prix et de les revendre au même prix finalement et de scotcher cette plus-value, de ne pas avoir de plus-value. Et comme je suis en abattement au-dessous, finalement, je n'ai pas non plus de droit de donation. Donc, c'est une bonne manière d'aller donner de l'argent à sa famille, etc. et faire donc ces donations avant cession qui peuvent se faire sur ces points-là, mais on peut aussi avoir une stratégie de réfléchir à dire justement, moi, je veux transmettre plus que ça. J'avais besoin d'aller plus loin, etc. Et de toute façon, post-cession, je vais donner du cash. Donc, on peut aussi travailler sur la liste des seuils, en fait. Parce que, sans rentrer encore une fois dans le détail, mais les premiers seuils à 20% de taxation sont en dessous de 550 000 euros à peu près, par enfant, par parent, de la même manière. Donc, un fondateur qui vient te dire, mais moi, potentiellement, je vends et je vais donner X% à chacun de mes enfants de l'argent, peut-être qu'on peut travailler avec lui cette donation avant cession au-delà des abattements pour aller chercher une taxation à 20% qui sera de toute façon plus faible que sa taxation de plus-value. Bien sûr. Donc, il peut y avoir des stratégies comme ça sur les donations avant cession. Alors, pas que celle-là, mais il y en a plusieurs. Essentiellement, c'est ça qu'on peut utiliser. Et puis, de la même manière, on va travailler sur les régimes matrimoniaux. Alors, pour plusieurs aspects, parce qu'encore une fois, il ne faut pas avoir que le fiscal en tête. Parce qu'évidemment, la première chose que va te dire un conseil, c'est de dire, puis en régime séparatiste, tu l'as dit tout à l'heure, donc séparation de biens, c'est normal, c'est sécurisant, c'est ce que donnent les conseils à peu près au début de vie de la société, parce que finalement, le dirigeant,
ou la dirigeante qui sera un peu à risque sur son patrimoine en tant que chef d'entreprise, on lui dit, si tu es en séparation de biens, forcément, tu quadrilles un peu les patrimoines de chacun et tu vas protéger le patrimoine du conjoint et de la conjointe. Finalement, réfléchir à ce moment-là, se dire, bon, je suis en process de cession, j'ai fini, ou pas, mais en fonction d'où tu es, évidemment, si tu repars sur une aventure entrepreneuriale, peut-être que tu vas pas raisonner comme ça. Mais admettons que ce soit la fin d'une aventure entrepreneuriale et le passage sur une aventure plutôt patrimoniale de fin de carrière. On va devoir réfléchir à dire, ok, si je passe en communauté, par une société d'acquis, sur un îlot de communauté ou sur un régime communautaire plus global, que ça aille de la communauté légale jusqu'à la communauté universelle, on va permettre aux dirigeants de faire rentrer dans cette communauté, dans ces biens communs, donc ils deviendront des biens propres, des éléments, des titres de la société. Donc ça veut dire que finalement, l'époux ou l'épouse qui n'était pas le dirigeant va pouvoir, elle aussi, bénéficier des abattements. Des 100 000 euros par enfant, par parent, comme on a dit. Donc tu vas passer d'un chef d'entreprise qui était, ou d'une chef d'entreprise qui était à 100 000 euros d'abattement pour 2 enfants, donc 200 000, à je suis marié, c'est devenu des biens communs, je maximise mes abattements. Évidemment, si tu fais ça que pour ça, il faut faire un petit peu attention, mais l'idée sous-jacente peut être celle-ci, mais pour autant, l'idée plus globale, c'est d'aller aussi protéger le patrimoine familial et protéger le conjoint, la conjointe du futur, de l'avenir, etc. Donc parce que, encore une fois, la séparation de biens était un outil juridique de protection. Bien sûr. Qui n'a plus sa raison d'être. Donc en démontrant notamment que ça n'a plus sa raison d'être et que je vais aller chercher à protéger mon conjoint, ma conjointe, mes enfants par cette adaptation du régime matrimonial qui n'est pas une donation, je vais pouvoir notamment dire que, et assumer le fait que, certes, je vais bénéficier d'avantages fiscaux, etc., mais c'est pas pour ça que je l'ai fait, j'ai protégé ma famille en premier lieu. Donc effectivement, société d'acquis, régime communautaire, ça se travaille en amont, effectivement, et c'est pertinent. On voit bien que l'anticipation aussi sur ce sujet-là, on le répète, est primordiale. Je voudrais quand même qu'on revienne très rapidement pour qu'on puisse préciser le propos sur la donation avant cession. Si je comprends bien, pour être clair, je donne d'abord des titres, finalement, je contrains, c'est ça, les enfants à vendre les parts. L'idée, c'est vraiment, ça se fait. Alors, il y a une contrainte de timing, mais globalement, dans les deals, malheureusement, c'est un peu obligé d'être fait au dernier moment, parce que l'acheteur n'a pas envie d'avoir ces contraintes-là de son côté. Bien sûr. Mais globalement, c'est l'idée de dire, je vais donner des titres à mes enfants, très très basiquement. Ces titres vont rentrer dans leur patrimoine sur la base d'une valorisation qui est celle de la lettre d'intention que tu as reçue dans ton deal. D'accord. Le notaire va faire une donation partage. On va pas expliquer simple partage là, mais il faut qu'il fasse une donation partage pour plein de raisons. Ils vont recevoir sur une certaine valeur, un certain nombre de vies, qu'ils vont s'engager à vendre dans la foulée, c'est souvent très rapidement après, sur le deal de ta lettre d'intention. Et ils vont le vendre à la valeur qui est la même. Donc ça rentre dans leur patrimoine pour une valeur de 100, ça sort pour une valeur de 100, il n'y a pas de plus-value pour eux. Et de ton côté, le 0 à 100, si il est dans les abattements, il n'est pas taxé puisque tu es en abattement à 0% de droit de mutation. Ou à une taxation, si on travaille sur les seuils qu'on a parlé tout à l'heure, un peu plus intéressante. Alors à l'instant, tu parlais de lettre d'intention et pour moi, c'est une transition parfaite. Si on rentre dans le process de cession, quelles sont les différentes étapes? Oui, sans problème. Alors, il y a, pour comprendre les points, il y a quand même deux process déjà en soi différents, deux principes de process. On va avoir les process individualisés, le one-to-one entre guillemets, où tu as un acheteur, un vendeur qui se sont rencontrés par une lettre d'intention et ça se passe de manière assez individuelle, assez confidentielle entre eux. Et tu as des process beaucoup plus organisés, souvent gérés par une banque d'affaires, qu'on va appeler un open bid, enfin un process organisé, dans le cadre dans lequel il y a un process beaucoup plus réglementé, où finalement on va te mettre en vente ta société et attendre des acheteurs potentiels, des investisseurs, qu'on va appeler les bidders dans le jargon du métier, pour optimiser, avoir plusieurs lettres d'intention et les faire un petit peu se challenger dans une phase 1 qui sera avec un accès à une data room plus limitée, une phase 2 avec une sélection et jusqu'à des informations beaucoup plus confidentielles. Donc ça, c'est déjà les deux profils. Mais sinon, un process assez classique, ça va être lettre d'intention. Donc la lettre d'intention, c'est ton acheteur qui vient et te dire, voilà, je suis intéressé par ta société pour telle et telle raison. Pourquoi moi, je suis intéressant pour toi et je te donne à peu près le prix que j'envisage, la méthode, on y viendra tout à l'heure, les garanties que je vais sûrement exiger, les conditions suspensives, crédit, pas crédit, les audits. Je te détaille un petit peu les éléments qui vont faire le process qu'on va suivre avec une demande d'exclusivité, puisqu'évidemment, je signe une LOI, je m'engage avec la personne pour qu'il engage ses conseils, pour faire des audits, etc. Je vais lui donner 3 à 6 mois d'exclusivité pour faire le process. J'ai ma LOI. Généralement, très rapidement après, il y a tout ce qu'on appelle les CPs, les conditions suspensives, qui vont être souvent les contraintes de crédit, de financement, etc. Et
plus fermement les audits. Les audits, quand il y a une phase de vérification par les conseils acquéreurs de la qualité de la boîte, de la qualité du juridique de la boîte, social, fiscal, corporate, contrat, et RGPD, enfin bon, en tout cas, ils vont venir regarder que tout aille bien. Et c'est un point important, et on en parlera après, pour justement aller sécuriser ta négociation, ta boîte, les enjeux de prix, les enjeux d'earn-out, les enjeux de garantie, vont être vraiment focusés sur cette période d'audit. C'est un point déterminant. Une fois que cette période d'audit elle est terminée par un rapport qui va généralement dire, pour aller au bout du process, que on y va, il n'y a pas de no-go, même si généralement il y a tout un tas de régularisations qui vont être exigées du vendeur avant le closing pour gérer justement ce que les auditeurs auront vu de négatif, etc. et sur lesquels ils vont demander soit une gap, soit des régularisations. Et post-audit, donc on rentre dans l'exécution de deal avec le SPA, donc l'acte de cession, la gap qui va dedans, donc les garanties que le fondateur donne sur sa gestion passée, garantie d'actifs et de passifs. C'est finalement un mécanisme de garantie contractuelle qui vient garantir et sécuriser ton acheteur sur ta gestion passée. C'est-à-dire que je vends ma boîte le 1er janvier, évidemment tout ce qui se passe après et de la responsabilité de la gestion du nouveau, mais il peut se passer des choses après qui ont un fait générateur qui était avant. Typiquement, un contrôle fiscal avec une fraude fiscale. On va mettre les pieds dans le plat pour un truc assez bête, mais finalement, c'est la société qui va être embêtée, pas l'ancien, sur le principe. Donc cette garantie contractuelle, elle vient dire, c'est simple, ce fait générateur, certes, il est arrivé du fait de ma gestion, enfin, du moment de ma gestion, mais son fait générateur, sa cause primaire, c'était une mauvaise gestion antérieure à ma prise de fonction. Et donc, c'est un peu ce mécanisme-là, avec des limites, des plafonds, des seuils, etc. C'est toute une négociation qui se passe sur la gap, mais ça vient expliquer la garantie, la sécurisation de ton acheteur sur son acquisition. Et du coup, l'acheteur, il est sécurisé comment? C'est-à-dire qu'on prend une partie du prix Exactement. Alors, ça dépend de la négociation, mais globalement, et la plupart du temps, ce qui est demandé, c'est une garantie d'actifs et de passifs dans le principe, donc le principe de garantie, et dans laquelle on va demander une contre-garantie. Ça peut être une caution, garantie à première demande, un séquestre, voilà. De plus en plus, quand même, on tourne vers des garanties à première demande parce que ça permet à l'acheteur d'être vraiment sécurisé parce qu'il a juste un appel à faire à la banque et il est réglé, et ça se règle après s'il y a des contestations, mais il est réglé en amont, donc c'est plutôt sécurisant. Et donc ça, pareil, la contre-garantie, ça va généralement se faire parce que tu le prennes en caution, en séquestre, en garantie à première demande, la plupart du temps, celui qui te le fait va te demander de bloquer une partie du prix de cession sur un contrat de capitalisation. Et toi, tu vas avoir un impact là-dessus pour optimiser justement ces éléments-là. Mais pour le coup, cette contre-garantie, elle sera aussi nuancée si ton audit est efficace, ton audit est bon. Donc là aussi, dans la négociation, on en revient sur la phase LOI, peut-être 30 secondes. Attention, quand on est dans un process réglementé, la LOI la mieux disante, c'est pas forcément celle qui parle le mieux du prix. C'est-à-dire que vraiment, dans un contexte, il faut vraiment essayer de convaincre nos clients, les fondateurs, que le prix, c'est très bien. Mais dans un process organisé, il n'y a pas que ça. Il y a les conditions de ta garantie, il y a les conditions de ta contre-garantie, il y a les conditions de ton accompagnement éventuel, tes clauses de non-concurrence. Il y a tout un tas de choses. Vraiment, une session pour être analysée et pour aller chercher quelle est la meilleure LOI, c'est pas forcément la meilleure au niveau du prix. Donc c'est toujours un peu la distinction que tu connais bien entre le prix et la valeur. Voilà. Ok, non, c'est hyper intéressant et on voit bien que oui, on peut être des fois tenté par une proposition qui peut sur le papier être beaucoup plus intéressante d'un point de vue onéreux, mais qui au final peut s'avérer plus contraignante et du coup peut venir un peu contrebalancer ce surplus de prix pour proposer. Exactement. Et tu finis ce process donc par le closing qui est la signature des actes post-négociation, flux divers et variés de la session et l'ouverture du champagne. Et l'ouverture du champagne. Voilà, toujours. Toujours. Même si on le chante depuis ça.